Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Troisième séance d'entraînement pour les Lions de la Teranga qui affrontent ce lundi 15 janvier la Gambie. 26 Lions ont participé à l'entraînement. Seule absence notée, celle de Youssouf Sabali. Fodé Ballo-Touré s'est entraîné en solo face à l'entraîneur Aliou Cissé. Le point avec nos envoyés spéciaux au cours de ce journal. Éliminé de la course à la présidentielle, le mouvement Dogali Benno, déterminé à faire face au régime en place, l'union de ses candidats recalés au parrainage de l'avis de nombreux spécialistes en politique pourrait coûter cher aux candidats de la majorité. L'affaire Babacar Fall fait réagir Reporters sans frontières. Selon l'organisation, le Sénégal a régressé dans le classement 2022, une chute due au non-respect des principes qui fondent la démocratie et notamment la liberté de presse. En culture, Fatick a vibré au rythme du Fesnac. La compagnie du théâtre Daniel Sorano a mis les petits plats dans les grands en déplaçant le ballet national dans la capitale du Sine. Un spectacle exotique à découvrir en fin d'édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais annoncer donc tout de suite en titre un journal que nous ouvrons avec la CAN qui démarre ce samedi en terre ivoirienne. Les Lions de la Teranga que vous voyez sur ces images ont donc effectué leur troisième galop d'entraînement. C'était au terrain annexe Charles Konan Banni de Yamoussoukro. Au total, 26 Lions ont participé à la séance. Seule absence notée, celle de Youssouf Sabali. Pour ce qui est de Fodé Ballo-Touré, eh bien, il s'est entraîné en solo face au coach Aliou Cissé et nous y reviendrons certainement avec nos envoyés spéciaux au cours de ce journal. Les équipes nationales africaines qui, vous l'aurez remarqué, ont décidé d'arborer les tenues locales de leurs pays respectifs pour assister à cette CAN 2024, une innovation saluée par des spécialistes de la culture, mais aussi de l'habillement. La journaliste Oumi Regina Sambou et le styliste Abdullah Hadgay s'en réjouissent et estiment que c'est valorisant pour le Made in Africa. Dissa Prera les a rencontrés, reportage. Elles sont nombreuses, ces équipes qui arborent des tenues africaines pour rallier la CAN en Côte d'Ivoire. Une nouvelle tendance de s'habiller local, d'affirmer son identité et la culture de son pays. Ça, pour nous, c'est vraiment à valoriser et à magnifier. Parce qu'il est temps qu'on pense à développer nos industries locales, surtout dans le domaine du textile. Et ça passe par valoriser ce qu'on produit. Et chaque pays doit mettre en valeur sa spécificité. Nous tous, nous connaissons le Coco-Dounda, le Faso d'Anfani, les pagnes Kita du Ghana, le Coco-Dounda et Faso d'Anfani, c'est du Burkina, et les pagnes Baoulé. Que je trouve intéressante et pertinente, car pour moi, il n'y a pas meilleur influenceur que nos internationaux. Donc c'est un moyen pour eux de faire la promotion du Made in Africa, de vendre la destination de l'Afrique et la culture africaine. Une tendance saluée par les hommes et les femmes de culture. De leur avis, cela peut participer à valoriser le Made in Africa, mais aussi relancer la mode africaine. Ça passe par ça aussi, qu'on consomme local, qu'on abandonne le style-là qui nous vient d'ailleurs et tout, et vraiment qu'on fasse apparaître nos identités, nos métissages, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui apparaît à travers notre façon de nous vêtir et tout, et nous avons un style particulier que nous pouvons montrer au monde et auquel le monde peut adhérer. Et pour ce, je lance un appel à ces designers qui conçoivent ces tenues pour ces équipes de mieux faire la composition de formes, matières et couleurs pour une belle analyse des tenues. Des costumes africains aux couleurs nationales bien appréciés. Le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Nigeria et surtout le Ghana ont fait sensation. À la une de l'actualité politique, les candidats recalés membres de l'initiative Dogali Benno peuvent faire mal au pouvoir en place lors de la présidentielle à venir. C'est la conviction d'analystes politiques interrogés par nos reporters. Ils estiment que leur démarche se justifie après élimination de leur parrainage. Cependant, selon ces spécialistes, tout doit se faire dans le respect des règles établies dans le cadre d'une compétition démocratique. Alassane Ba et Mohamed Soudien pour plus de détails. C'est une initiative qui se comprend après les résultats obtenus
et les manquements notés lors du contrôle des dossiers de parrainage. La pertinence dépendra de l'offre, mais aussi de la démarche exclusivement basée sur le respect des règles établies dans le cadre d'une compétition saine et démocratique. Qu'est-ce qui peut être mis en avant par ces contestataires Mimi et Abdourahmane Diouf Bougane et peut-être d'autres qui pourraient les rejoindre? Je pense que si l'élection présidentielle doit se tenir, la contestation pourrait prendre le chemin de la rue, ce qui ne présage peut-être rien de bon, mais le processus ne sera pas arrêté. Ça, je pense que l'État pourrait rester très fort à ce niveau. C'est vrai que ce parrainage-là vraiment nous pousse à s'interroger et sur la transparence, n'est-ce pas, du processus électoral. Donc à partir de ce moment-là, vous aurez des gens qui vont essayer carrément de déverser les bulles, n'est-ce pas, sur les tenants du pouvoir, parce qu'en estimant que ce sont ceux-là, n'est-ce pas, les responsables. Donc ça peut se comprendre et d'ailleurs même il faut s'attendre à la création d'autres pôles. Sans pour autant faire partie de la liste des candidats qui vont officiellement compétir, Aminata Touré, Dr Abdourahmane Diouf, Bougane Gueye Dany, pour ne citer que cela, peut faire mal à Benno Bokk Yakaar. Quand des pôles vont se retrouver et font face, disons, à Benno, et à partir de ce moment-là, évidemment, Benno est obligé vraiment de multiplier carrément ses réponses. Et à partir de ce moment-là, on se demandera est-ce qu'il aura l'énergie nécessaire pour faire face à toute cette adversité. Tout est à craindre. Nous avons vu les choses se manifester et les exclus, ils ne sont pas que 3. Et si l'on y prend garde, cela peut être extrêmement difficile pour le pouvoir qui est en place. Les candidats recalés, membres de l'initiative Dogali Benno, envisagent une série d'actions déjà au lendemain de la publication officielle des listes de candidats. Ils comptent déposer plusieurs recours individuels au niveau du Conseil constitutionnel. Allez, à présent, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur sur les élections en perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est chargé, conformément à l'article L 1er du Code électoral, de la préparation et de l'organisation des opérations électorales. Eh bien, dans ce cadre, le ministère voudrait porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale les précisions ci-après. À la date du 10 janvier 2024 et en vertu des articles L328 et R309 du Code électoral, les chefs de mission diplomatiques et consulaires ont mis en place les commissions administratives en charge du suivi du processus électoral dans leurs juridictions respectives. Pour rappel, chaque commission administrative chargée de la distribution des cartes électeurs à l'étranger est composée de représentants de postes diplomatiques ou consulaires, de la Sénat et des représentants des candidats. La liste définitive des candidats recevables sera publiée par le Conseil constitutionnel au plus tard 35 jours plus tôt avant le scrutin, soit le samedi 20 janvier 2024. Ainsi, pour l'étranger, après révision exceptionnelle des listes électorales, le processus se déroule normalement et les opérations de distribution des cartes d'électeurs ont démarré à compter de la publication de la décision administrative instituant les dites commissions sous la supervision effective des membres assermentés de la Sénat, un communiqué rédigé ce 12 janvier 2024 à Dakar. Reporters sans frontières dénonce les menaces contre le journaliste Babacar Fall. Selon le représentant du Bureau Afrique de l'Ouest, le Sénégal a régressé dans le classement Reporters sans frontières en 2022. Une chute dans le respect des libertés de la presse qui se manifeste par des attaques fréquentes à l'encontre de ces journalistes. Un protocole de sécurité entre forces de l'ordre et acteurs des médias est vivement souhaité. Un protocole pour protéger les journalistes, surtout au cours du processus électoral. Le point, c'est avec Aminata Mbaresso. Un constat fait par Reporters sans frontières au cours de ces dernières années au Sénégal, un tableau pas du tout reluisant sur les libertés de la presse. Je pense que dans le classement de Reporters sans frontières, le pays a perdu une trentaine de places en 2022. Et il est à craindre que si les menaces continuent, si les journalistes sont toujours agressés, si les relations entre les journalistes et les forces de défense et de sécurité ne sont pas planifiées de telle sorte qu'il y ait un protocole assez concerté,
il est à craindre que dans le processus électoral, les choses... Une situation de plus en plus préoccupante, surtout en période préélectorale. La dernière en date, les menaces contre le journaliste Babacar Fall. Nous avons condamné avec la dernière énergie les menaces proférées à l'encontre de Babacar Fall, du journaliste Babacar Fall de la radio Futur Média au Sénégal. Nous estimons fondamentalement que ce sont des menaces à prendre extrêmement au sérieux, compte tenu un peu de la gravité de l'affaire, mais compte tenu aussi du fait que de plus en plus au Sénégal, nous assistons sur la base du monitoring que nous faisons à des menaces du genre. Reporters sans frontières dénonce, il appelle les autorités à protéger les journalistes. On a aussi lancé un appel à tous les diffuseurs, disons les rédactions d'une manière générale, de prendre les dispositions nécessaires pour que, en cas de menace contre leurs agents, les journalistes, ça peut être des journalistes, des techniciens ou en tout cas d'autres agents, de porter plainte automatiquement. Parce qu'il est important de porter plainte, il est important de porter ces menaces sur la place publique. En portant plainte, on va toujours chercher à dissuader les gens qui ont proféré ces menaces-là. La signature d'un pacte entre journalistes, acteurs politiques ou même forces de l'ordre, un impératif. Ce pacte devrait protéger les journalistes, surtout en période préélectorale. 35 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisies par la brigade régionale d'hygiène de Dakar. Des produits d'une valeur de 76 millions. Ils sont composés entre autres de lait en poudre et de pièces de poulet. Le reportage est signé Fatou Bintou Conté et Aline Diagne. Dans le cadre d'une opération dénommée Wani Sambalit, la brigade départementale du service d'hygiène de Dakar a fait le tour de certains marchés. Le départemental d'hygiène de Dakar avait planifié un plan d'action de contrôle des denrées alimentaires sur les marchés. Donc voilà, aujourd'hui on a fait, depuis 15 jours, on est sur le terrain, de pouvoir maintenant contrôler les denrées alimentaires. Donc il est à constater que dans le marché, on a retiré d'importantes saisies de produits alimentaires. C'est depuis marché de Castor, Grand Médine, Tilène, etc. Donc aujourd'hui, cette saisie-là, qui est très important, on l'a saisi au niveau de Parcelles Assainies et également aussi au marché de Grand Dakar. Ainsi, des saisies importantes ont été opérées où plus de 35 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisies d'une valeur de 76 millions. Vanilla, sac en lait en poudre, 157 sacs de 10 kg. Le prix unitaire, c'est 23 000 francs CFA. Le prix total, 3 611 000 francs. Donc il y a le lait importé, 10 sacs de 25 kg, 67 000 francs, dont le prix total, 670 000 francs. Vitalait, 43 sacs de 500 grammes, 1300 francs l'unité, au total 55 900 francs. Poulet de chair, 11 cartons de 24 kg, dont 47 000 francs le prix unitaire, au total 517 000 francs. Il y a maintenant, tout à l'heure, comme vous avez dit, l'enquête est en cours, on ne peut pas le divulguer, mais on a mis XX. Le premier X, c'est 44 735 sacs de 5 kg. Prix unitaire, c'est 12 500. Prix total, 59 187 500 francs. Donc le deuxième X, c'est 480 sacs de 10 kg, 25 000 francs, 12 millions de francs CFA. Au total, on a 35,106 tonnes de produits saisis pour l'instant au niveau de la brigade départementale de Dakar, d'une valeur de 76 41 400 francs CFA. Les commerçants auteurs de ces forfaits ont été appréhendés. On a appréhendé ces délinquants, on a eu à faire des instructions. Le service régional d'hygiène de Dakar exhorte les populations à plus de vigilance sur les produits vendus sur le marché. Allez, hors de Dakar, à Sédhiou plus précisément, des quartiers qui étaient plongés dans le noir depuis plus de 4 ans ont été finalement connectés au réseau électrique. Les habitants satisfaits de cette réalisation de la mairie réclament maintenant l'extension de l'eau dans les meilleurs délais. Le point, c'est avec Bakary Conté. Les nouveaux quartiers de Sédhiou, qui étaient dans l'obscurité totale, viennent d'être électrifiés. C'était une insécurité totale. Parce qu'à 19h, on dit tous les enfants rentrer à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Ici, vers là, on voit que des arbres et des serpents. On est resté 3 ans. On n'a pas eu courant. 3 ans presque. On n'a pas eu.
Aujourd'hui, c'est la fête dans notre quartier parce qu'on a eu le courant. On a duré ici. Moi, j'ai fait 4 ans. C'est finalement cette année qu'on a eu du courant. Bientôt, on aura des réfrigérateurs. Après l'électricité, ces habitants des quartiers périphériques de Sédhiou attendent avec impatience l'extension de l'eau. Si les gens font des centaines de mètres pour aller chercher l'eau, et c'est très pénible. On ne la cherche pas à la borne fontaine, mais au niveau des puits, tirer la corde pendant des minutes et des minutes, donc c'est extrêmement harassant. Et si on pouvait également accéder à l'eau potable, ce serait également une très bonne chose. Avec l'appui du PACASEN, la mairie de Sédhiou a entamé plusieurs chantiers d'extension d'eau et d'électricité. C'est vrai que c'est une vieille doléance, les gens étaient installés et ils n'avaient pas d'électricité, mais la mairie a pris sur elle de faire l'extension du réseau. En plus du réseau électrique aussi, on a 5 km de réseau d'adduction d'eau, donc que la Sen'Eau a entamé ici. Donc du coup, les besoins vitaux des populations sont en train d'être satisfaits à ce niveau-là. Selon le maire de la commune de Sédhiou, Abdoulaye Diop, directeur général du COSEC, 130 millions ont été inscrits dans le budget en 2023 et 90 millions en 2024 pour régler définitivement la question de l'eau et de l'électricité dans la commune de Sédhiou. Et des jeunes de la commune de Ndouloumadji dans le département de Matam expriment leur colère. Ils sont au total 60 ex-agents et dénoncent leur mise à l'écart du programme Xëyu Ndaw ñi. Face à la presse, ces jeunes pères de famille interpellent le chef de l'État sur leur sort. Les détails, plutôt, c'est avec Ali Bandagnan et El Hadji. Ce sont des jeunes désemparés et désœuvrés qui faisaient face à la presse. Ils sont plus de 60 recrutés dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi qui ont tous été bonnement licenciés. Des jeunes de Ndouloumadji dans la grande commune de Nabadji Civol, village des parents du président Macky Sall, directement interpellés sur leur sort. Depuis le mois de juillet 2023, une soixantaine d'agents sont exclus du programme. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas le pourquoi de cette exclusion. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'appeler la presse afin de dénoncer cette situation qui, aux yeux de tout le monde, est une histoire très louche. Ouais. Parce que depuis qu'on a intégré ce programme, on travaillait dans de très bonnes conditions. Mais depuis l'arrivée du superviseur, M. Dramé, le chef de pôle de la région, le travail ne fonctionnait plus. À un moment donné, les salaires ne venaient plus. En plus de ça, on était dans un groupe WhatsApp et il nous a supprimé un à un. Mais à chaque fois qu'on lui demandait la raison, il refusait de répondre à nos questions. Comme tout bon Sénégalais, on a jugé nécessaire de faire appel à nos autorités. On a saisi nos responsables politiques et tout récemment, on a adressé une correspondance à monsieur le gouverneur de la région, plus la liste de tous les travailleurs qui ont été éjectés de ce projet. Nous saisissons aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République. Si vous vous rappelez la dernière fois, lors de sa dernière tournée, il était venu ici, il y a eu des émeutes chez lui dans sa maison. Et après ça, il a demandé que ces deux villages viennent en audience à Matam. C'est pourquoi on a choisi ces jeunes-là. Depuis ce jour-là, on est en train de travailler. Nous avons tenté de joindre le responsable du programme Xëyu Ndaw ñi à Matam, mais jusque-là, nos tentatives restent vaines. Des jeunes, à la suite de cette rencontre avec la presse locale, n'écartent pas l'idée de descendre dans la rue pour mieux faire entendre leur cri de désolation. Allez, on ouvre la page culture de ce journal et on parle musique avec cette information qui vient de nous parvenir. Avis aux mélomanes, le comité d'organisation du Grand Bal informe les mélomanes qu'en raison de l'indisponibilité du Grand Théâtre, le concert de Youssou N'Dour et du Super Étoile initialement prévu à la date du 20 janvier 2024 est finalement retenu pour le vendredi 2 février 2024 sur le même site, c'est-à-dire toujours au Grand Théâtre, mais qu'à la place du 20 janvier 2024, ce concert exceptionnel se tiendra le vendredi 2 février.
L'équipe de la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano, à travers son concept Sorano chez vous, a déplacé son ballet national à Fatick et le spectacle de son et lumière a transcendé toutes les attentes. Les performances artistiques ont été au rendez-vous, créant une expérience d'une dimension exceptionnelle. Le ballet Balante, le ballet tout couleur, le ballet Serrère ont rivalisé d'ardeur pour donner à l'événement un cachet purement exotique et nos reporters Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy ont assisté à l'événement. Le spectacle a commencé par un son de tambour envoûtant qui résonnait dans l'air et créait une atmosphère mystique. Sorano chez vous pour décentraliser le programme conçu par la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano. Je voudrais simplement magnifier le spectacle qu'on vient de voir ce soir, qui s'inscrit également dans le cadre des activités de décentralisation du Théâtre National Daniel Sorano. Ce concept qu'on a lancé en janvier dernier, qui s'appelle Sorano chez vous. C'est une façon justement donc de décentraliser les activités qui s'y déroulaient d'habitude à Dakar et que les Sénégalais qui sont à l'intérieur n'avaient pas l'opportunité de suivre. Chaque danse avait sa propre signification, représentant souvent des faits historiques, des légendes ou des rites traditionnels. C'est ça aussi le ballet de la Linguère. Ce festival qui est exceptionnel à plus d'un titre, parce que simplement c'est la première fois que Fatick abrite ce festival-là qui a vécu. Et ce festival également a été exceptionnel parce que simplement c'est en terre du Sine. Nous avons profité de ce festival sur l'initiative du professeur Alisso, ministre de la Culture et des Patrimoines historiques, pour rendre hommage à un grand homme. Cet homme-là, natif de Fatick, qui a servi ce pays, qui a construit le Sénégal en 12 années. C'était l'occasion pour le rendre hommage. Les danseurs ont réussi à transmettre une puissante énergie sur scène, invitant les spectateurs à se joindre à eux dans une célébration de la culture et de l'histoire. Le théâtre, cette année, on a présenté la danse à travers le ballet national La Linguère, qui a fait la fierté du Sénégal, qui a fait plus de 300 spectacles à travers le monde, qui a été créé bien avant même la création de la compagnie en 1964. Et je pense que ce que vous avez vu, c'est important. Autant les artistes peuvent interpréter des danses de la culture lébou, autant ils peuvent interpréter des danses de la culture sérère, Jola, Wolof, et c'est ça le Sénégal. Le Fesnac, c'est aussi les danses. Sorano chez vous avec 3 ballets sur scène, une façon de rendre hommage aux communautés sérères, tout couleur et Balante. Merci Ibou Diouf. Allez, juste avant de refermer ce journal, retour au sport. Je veux l'annoncer à l'entame de cette édition. Les Lions de la Teranga ont effectué leur 3e galop d'entraînement au terrain annexe Charles Konan Banni de Yamoussoukro. Au total, 26 lions ont participé à l'échauffement. Seule absence notée, celle de Youssouf Sabali. Pour ce qui est de Fodé Balotouré, eh bien, il s'est entraîné en solo face au coach Aliou Cissé. En ligne pour nous parler de tout ça, eh bien, notre envoyé spécial à Yamoussoukro, Mamfatou Ndoye. Mamfatou, bonsoir. Oui, Sarah, bonsoir. Ravi de vous retrouver depuis Yamoussoukro. Effectivement, une ville qui abrite, vous le savez, l'équipe nationale du Sénégal. Alors, c'est une ville qui est marquée par ses grandes artères, comme vous pouvez le voir. La ville natale du feu président Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, le Sénégal, les Lions se sont entraînés pour une 3e fois depuis leur arrivée. Vous le savez, ils sont arrivés mardi dernier, donc depuis Dakar. Et ce qu'on peut noter, c'est bien sûr peut-être l'absence de Youssouf Sabali qui ne s'est pas entraîné avec le groupe. Youssouf Sabali qu'on savait convalescent et qui a rejoint le groupe depuis la semaine dernière. L'autre information à noter, c'est bien sûr Fodé Balotouré qui s'est entraîné lui seul avec le préparateur physique. En tout cas, sur les 15 premières minutes qu'on a pu observer, puisque vous le savez, quand la Coupe d'Afrique commence, les huis clos
commence aussi. Nous avons donc pu assister juste à l'échauffement des Lions qui ont fait un tour de terrain, qui se sont retrouvés pour des ateliers à 26, des joueurs comme Bamba Dieng. À noter également la présence de Pape Matar Sarr dans le groupe, tout comme donc Idrissa Gana Gueye, qui se sont entraînés. L'autre chose qui nous a marqué, c'est aussi la présence massive des médias sénégalais qui sont venus en nombre. Je pense que comme la distance est relativement courte entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, les journalistes sénégalais se sont déplacés en masse. Il y a aussi certains supporters sénégalais qui se sont mis devant la porte du stade Charles Konan Banny pour apercevoir leurs lions qui s'entraînent, faut-il le noter, au complexe, au stade annexe du stade Charles Konan Banny. Donc une CAN qui démarre demain, effectivement, donc officiellement avec un match entre la Côte d'Ivoire et donc la Guinée-Bissau, un match qui se jouera à 19h temps universel, précédé par une cérémonie d'ouverture. Je pense qu'ici à Yamoussoukro, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, l'engouement est présent et les gens ont envie de voir leur équipe ivoirienne aller très loin. Mais ils nous disent aussi tous, ces supporters et ces habitants de Yamoussoukro, qu'ils supportent bien sûr le Sénégal ici dans cette ville. Merci beaucoup à Mme Fatundo et notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire. Voilà donc les Lions qui étaient à l'œuvre pour préparer leur premier match. Je rappelle que ce sera ce lundi 15 janvier à 14h précise et qu'ils affronteront la Gambie, un derby donc qui s'annonce passionnant et qui sera décrypté par Cheikh Tidiane Diawo et ses consultants ici sur la télévision Futur Média. Voilà qui met un terme à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales, mais restez avec nous tout de suite la deuxième partie du Soir d'Info et on parle de football.